Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de venir participer, suivre ce webinaire. Donc, comme on a pu le faire pour les numéros précédents de Géochronique, voilà, bon, on a souhaité inviter Angélie Portal. Donc, je vais présenter à venir parler du numéro qu'elle a coordonné, qui est sorti en décembre 2021. Donc, Angélie Portal est docteur géologue et géophysicienne, donc à la direction risque et prévention du BRGM, voilà, qui a fait sa thèse à l'université de Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas. Donc Angélie, je te laisse la parole donc, pour nous en présenter un petit peu plus sur ce dossier. Merci Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je remercie la Société géologique de France et le comité de rédaction de la revue Géochronique de m'avoir offert la possibilité à la fois de coordonner ce dossier sur la géophysique et de présenter aujourd'hui, de vous le présenter aujourd'hui. Voilà, hop. Je cherche. Partager mon écran. Parfait. J'espère que vous voyez bien le mode de plein écran et pas le mode présentateur. C'est parfait. Voilà, super. Alors, je vais revenir sur la diapo d'introduction. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu le plaisir de coordonner le dossier du numéro de décembre 2021 de la revue Géochronique, dossier qui s'intitule « Géophysique, un voyage intérieur ». Et donc, rapidement, pour me présenter, je suis Angélie Portal, je suis géophysicienne au BRGM. Et j'ai eu donc un grand plaisir à coordonner ce dossier. Alors, rapidement, en introduction, pour commencer cette présentation, une question simple. Qui n'a jamais rêvé de voir l'invisible, d'atteindre l'inaccessible? Donc, dans le cas qui nous réunit aujourd'hui, la question est plutôt de savoir qui n'a jamais voulu gratter l'épiderme de la croûte terrestre pour voir ce qu'il y a dessous, comprendre les phénomènes qui s'y produisent. Alors, depuis longtemps, l'intérieur de notre planète fait l'objet de théories diverses et variées, notamment des théories imaginaires comme celle de Jules Verne en 1864, mais c'est en 1912 avec les frères Schlumberger, donc notamment Conrad ici en photo, et son frère Marcel qui vont débuter un autre voyage à la recherche notamment de minerais métallifères. Et ils vont plus particulièrement s'intéresser à l'étude des champs artificiels qui jusqu'ici avaient été délaissés au profit de l'utilisation des champs naturels comme le champ magnétique et le champ gravimétrique pour étudier la structure de l'intérieur de la Terre. Alors, la différence entre l'utilisation des champs artificiels et des champs naturels, elle réside dans le fait que les champs naturels, ils livrent leurs données une fois pour toutes, alors que les seconds, les champs artificiels, vont, eux, permettre d'aller interroger le sous-sol quasiment à l'infini. Si on fait un paradoxe avec quelque chose de plus concret, c'est un petit peu comme passer de la photo argentique au numérique. La photo argentique va fixer définitivement l'image sur une pellicule, alors que la photo numérique, elle va nous permettre de prendre une multitude de clichés à des moments qui vont être différents dans le temps. Et donc, les frères Schlumberger vont vraiment être les pionniers de la géophysique appliquée, qui est vraiment la thématique que l'on a abordée dans ce dossier, et qu'on vous propose d'explorer ici à travers des cas du XXIe siècle, des développements récents. Alors la géophysique, c'est quoi? Ça va être l'étude des caractéristiques physiques de la Terre solide. Donc, vaste programme. Imager le sous-sol consiste globalement à étudier les variations de propriétés physiques des terrains. Ces variations, elles vont dépendre de la nature des terrains, la nature des roches, de leur niveau d'altération, des fuites que ces terrains vont contenir et des propriétés physiques de ces fuites. Chaque propriété physique, je vous ai mis un petit panel ici sur la gauche, va pouvoir être étudiée grâce à une ou plusieurs méthodes géophysiques en 1D, 2D, 3D, selon les applications. Alors, les domaines d'application en géophysique, ils sont
il est très très vaste. Vous en avez ici un extrait qui n'est pas du tout exhaustif, mais j'ai trouvé cette figure relativement synthétique des applications, disons, les plus courantes, les plus conventionnelles. Donc ça va de la caractérisation géologique des terrains stricto sensu, à l'étude des ressources, des réservoirs, l'eau, le gaz, les hydrocarbures, mais également les ressources minérales, en passant également par les risques naturels et anthropiques. Enfin, petit zoom sur les vecteurs des acquisitions géophysiques. Là encore, le champ des possibles est assez large. On va aller de vecteurs aéro lourds, les avions, les hélicoptères, qui vont permettre d'élevés régionaux avec des mailles relativement larges, aux mesures beaucoup plus ponctuelles en forage, par exemple, qui vont être plus fines et plus détaillées. J'attire ici votre attention sur l'essor grandissant de l'utilisation de vecteurs légers comme les drones, dont la géophysique s'empare progressivement. Donc, ce type de vecteur constitue un intermédiaire entre les vols classiques et les mesures au sol. Ce nouveau type de vecteur pousse globalement la communauté des géophysiciens à repenser ces capteurs, notamment pour les miniaturiser, les alléger, voire développer de nouveaux capteurs. Donc, il s'agit d'une branche de la géophysique qui est résolument tournée vers les développements et les innovations. 2 articles sont consacrés à ces développements récents dans le dossier géophysique de la revue Géochronique. L'un porte sur un test de levée magnétique sur le massif du Chenanier et l'autre sur la spectrométrie gamma dans le cadre d'un projet européen. Je ne présente pas ces deux projets au cours de ce webinaire, mais je vous invite à aller voir dans la revue ces développements récents et vraiment prometteurs pour l'avenir. Alors, cette diapo, elle synthétise le premier volet du dossier géophysique que nous avons réalisé. C'est un volet qui est un peu synthétique sur les propriétés, les méthodes, les applications et les vecteurs. Voilà, tout ce qu'on retrouve sur cette diapositive. Le dossier est divisé en 2. Le deuxième volet, lui, vise à présenter la géophysique appliquée aux grandes thématiques des géosciences et à travers un certain nombre de cas d'études. On a trouvé plus adapté de vous parler de cette thématique-là via des cas concrets plutôt que par la théorie, qui parfois peut être un peu lourde et même difficile à comprendre dans certains concepts. Alors, une des grosses applications, des applications majeures, disons, de la géophysique aux thématiques des géosciences, c'est l'utilisation de la géophysique pour la connaissance géologique au sens très large. Donc, les études des caractéristiques physico-chimiques du sous-sol qui sont utiles aux applications des géosciences, que ce soit l'hydrogéologie, les risques, se rattachent toutes, in fine, à la nature géologique du sous-sol. La géophysique, dans ce contexte-là, travaille donc en premier lieu à éclairer la géologie. Donc, dans certains cas, en particulier quand on s'intéresse à des formations géologiques non affleurantes, voire profondes, qui sont peu ou pas reconnues en forage, la géophysique constitue un réel outil d'amélioration de la connaissance et la plupart du temps incontournable. Donc ici, dans le cadre de ce dossier, il y a plusieurs cas d'études relatifs à la connaissance géologique. Ici, j'ai choisi de vous présenter une étude récente qui porte sur la mise à jour de la connaissance géologique du substratum antétriasique d'une large partie du bassin parisien. C'est une étude qui s'est basée d'une part sur des données géophysiques régionales qui sont représentées en haut, à gauche des données, une compilation de levées aéromagnétiques récents, et à droite la carte gravimétrique de la France, qui ont permis, par combinaison, d'établir un schéma structural du bassin parisien. Et grâce à d'autres informations issues de la géologie, de la géologie structurale, des affleurements et de la pétrophysique, disponible à l'affleurement et surtout grâce à une poignée de forages profonds qui atteignent le substratum du bassin parisien, a pu être établie une carte géologique de ce substratum. Donc, ce type d'études multiméthode, alors ici on est sur une étude à grande échelle,
montre tout l'apport d'une stratégie assez transversale qui mêle à la fois géophysique, géologie, pétrophysique et multiméthode, multi-échelle sur ce type de thématique. Alors, un autre grand domaine d'application de la géophysique conventionnelle est lié à la ressource en eau au sens très large. Donc, dans un contexte de changement climatique où la demande en eau ne va faire que croître, l'étude quantitative et qualitative des aquifères constitue un enjeu majeur d'aujourd'hui et pour les prochaines années. Et l'imagerie géophysique, elle représente un allié indispensable pour la connaissance, la reconnaissance et la gestion de cette ressource très vulnérable dans certains secteurs. Alors, les applications hydrogéologiques de la géophysique, elles ne sont jamais très éloignées des applications géologiques, pour la simple et bonne raison que c'est la roche qui contient la nappe. Donc, c'est étroitement lié avec ce que je viens de vous présenter juste avant. Dans le cas, dans le dossier que je vous présente aujourd'hui, il y a plusieurs études hydrogéologiques qui portent sur des types d'aquifères différents, sur des méthodologies différentes. Ici, je vous présente une étude qui a été réalisée en Normandie avec une approche multiméthode. Il faut savoir que ce type d'approche s'avère le plus souvent la plus complète. Donc, vous avez ici une carte gravimétrique en haut qui nous a permis de balayer un petit peu à l'échelle locale élargie la zone d'intérêt, d'identifier des zones d'intérêt qui ensuite ont été ciblées avec des méthodes de géophysique au sol, 2D, ici les méthodes électriques et les méthodes sismiques réflexion. Donc ce type d'approche permet de contraindre assez finement la géométrie des aquifères en 2D et ou en 3 dimensions. Et la combinaison des méthodes, comme par exemple des méthodes électriques avec d'autres méthodes plus quantitatives, vont permettre également d'explorer à la fois la géométrie des aquifères, mais également leurs propriétés hydrodynamiques, par exemple la teneur en eau. Et ce type de stratégie multiméthode va fournir des éléments qui sont autant de paramètres qui ensuite vont pouvoir être intégrés au modèle hydrogéologique et ou hydrodynamique des aquifères, qui sont eux ensuite utilisés par les acteurs en charge de la gestion de la ressource. Donc on est vraiment une brique dans l'édifice que constitue la gestion, la caractérisation et la gestion de la ressource en eau souterraine. Alors, une autre thématique très largement, qui bénéficie très largement de la géophysique appliquée, c'est la gestion des risques naturels. Donc, que ce soit en amont de projets d'aménagement, pour la surveillance d'ouvrages d'art ou encore en réponse à des événements avérés, des effondrements ou des affaissements qui sont identifiés, l'imagerie géophysique s'impose souvent comme un outil indispensable pour caractériser ces phénomènes ou suivre leur évolution dans le temps. Donc, la géophysique fait intégralement partie des études d'analyse de risque à destination des aménageurs et des gestionnaires d'infrastructures. J'ai choisi ici de vous présenter un cas assez caractéristique. Il y en a plusieurs dans le cadre du dossier, mais ici, je vous ai montré le cas d'une détection de cavités souterraines dans la Marne. Donc, dans cette région, comme dans de nombreuses régions en France métropolitaine et ailleurs, le sous-sol abrite un certain nombre d'anciennes carrières d'extraction. Donc ici, ce sont d'anciennes carrières d'extraction de la craie, ce sont des crayères. Après la fin de l'exploitation de ces carrières, les connaissances sur leur localisation se sont un peu perdues, mais ces vides souterrains doivent aujourd'hui être répertoriés. Leur stabilité doit être analysée pour la bonne gestion des enjeux présents en surface. Vous voyez ici qu'une partie du levé que je vous présente se situe dans des zones qui sont habitées. Dans ce cas-là, dans ce cas précis de détection de cavité, la microgravimétrie constitue la méthode de référence pour identifier la présence de ces vides. Donc ici, vous avez de représenter une carte d'anomalie microgravimétrique sur lequel toutes les anomalies dans les tons froids, bleu jusqu'au rose, représentent des anomalies négatives qui indiquent potentiellement des déficits de masse sous la surface. Et quand on vient faire des forages de contrôle sur ces anomalies, on a la surprise parfois
tomber sur des vides relativement conséquents. Donc, vous avez une photo à droite de l'intérieur d'une des crayères qui a été détectée lors de cette étude, et le petit encart sur la carte représente le scanner 3D de ces crayères. Alors, ici, on arrive sur le couplage méthodologique, c'est-à-dire que dans le cadre de cette étude, comme dans de nombreux autres, les crayères ont fait l'objet d'un levé 3D. Et donc, cette complémentarité entre la microgravimétrie qui permet une cartographie de surface et les levées 3D derrière a vraiment permis d'améliorer l'analyse des résultats avec pour objectif final un recensement exhaustif de ces vides qui ont été oubliés dans cette zone d'étude. Donc, ça fait partie, c'est un exemple de plus, s'il en faut, du potentiel du couplage méthodologique qui est souvent fréquent et couramment utilisé en géophysique appliquée. Alors, on vient de parler de la gestion des cavités souterraines, entre autres pour les aménageurs. Un autre défi pour les aménageurs, dans les régions notamment qui ont été le théâtre d'anciens conflits armés, des différents conflits qui ont traversé l'histoire, ce sont les munitions non explosées, aussi appelées UXO. Donc, dans ces zones, les aménageurs doivent faire des dépollutions pyrotechniques qui s'appuient souvent, même le plus souvent, sur des diagnostics géophysiques, entre autres. Donc, ces diagnostics vont permettre de mieux gérer les risques, les coûts et le temps des chantiers de dépollution. Alors, la méthode magnétique est la plus communément utilisée pour ces diagnostics. Alors, le premier objet auquel on pense quand on pense cartographie magnétique sur ce type de terrain, ça va être de détecter des munitions, mais l'utilisation de la méthode magnétique dans ce cas-là va aller beaucoup plus loin. Ça va permettre de cartographier les anciennes tranchées, les anciennes constructions. Donc, on va avoir des diagnostics qui sont très complets. Je parlais de drones en introduction. Sur ce type de diagnostic pyrotechnique, la pratique géophysique courante est de réaliser les mesures au sol, donc soit à pied, soit en quad, parce que les surfaces sont souvent assez importantes à couvrir. Mais la démocratisation des drones ouvre un nouveau champ d'application assez important et permet notamment d'explorer des zones qui étaient jusqu'ici difficiles, voire impossibles à couvrir. On pense notamment aux champs qui sont en culture sur certaines saisons ou des zones avec des obstacles naturels. Le drone ici ouvre de nouvelles possibilités pour ces diagnostics pyrotechniques. Alors la géophysique, elle est également utilisée pour l'évaluation du risque et la surveillance des édifices volcaniques, en lien très étroit avec les outils de la géodésie et de la télédétection, qui ne rentrent pas à proprement dit dans la thématique de la géophysique appliquée, mais qui sont étroitement liés de par les principes physiques ou les capteurs. Donc, dans le cadre de l'évaluation du risque sismique et volcanique, la géophysique appliquée, elle va permettre d'appréhender à la fois le comportement mécanique des édifices, mais également la présence et les éventuels transferts de fluides à l'intérieur du système. Donc, ce type d'approche multiparamètres a été très récemment utilisé pour caractériser la crise sismo-volcanique en cours à Mayotte. Ce sont les figures qui vous sont présentées ici. Des campagnes géophysiques marines ont été réalisées et elles ont contribué à établir un schéma conceptuel de l'éruption sous-marine en cours. Donc, quelque chose qui est tout à fait d'actualité en termes d'application des méthodes géophysiques. Et pour terminer cette présentation, je vais rester sur le thème des volcans en vous disant quelques mots sur le carnet réalité terrain du dossier. Donc, ce carnet est un peu différent des carnets de terrain présentés habituellement. Dans le cadre de ce dossier, on a choisi de mettre en lumière le travail des observatoires volcanologiques à travers l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Donc, ce carnet de terrain, il présente l'observatoire et ses missions du quotidien en introduction. Et surtout, il vous propose de vous immerger dans la gestion d'une crise volcanique à travers l'éruption du 9 avril au 24 mai 2021, telle qu'elle a été vécue, perçue et gérée par l'observatoire du Piton de la Fournaise. Alors, comme je vous le disais dans la diapo précédente,
on est à la limite de la géophysique appliquée, hein, sur l'aspect monitoring. On parle plutôt des méthodes géodésiques et de télédétection. Mais la surveillance des volcans et des édifices volcaniques repose néanmoins sur une bonne connaissance de la structure interne de ces édifices. Et dans le cas du Piton de la Fournaise, comme c'est le cas pour beaucoup de volcans actifs, de nombreuses études géophysiques ont été réalisées et elles ont contribué à établir un schéma conceptuel du fonctionnement d'édifices, schéma qui est ensuite, petit saut de diapo, schéma qui est ensuite mis à jour au fur et à mesure des crises, de l'apport des données acquises durant les phases éruptives. Donc, globalement, quand il s'agit d'éclairer ce qui se passe sous nos pieds, la géophysique appliquée n'est jamais vraiment bien loin. Cette présentation est un extrait du contenu du dossier, hein, qui est bien plus riche, hein, que ce soit en termes de thématiques abordées que des cas d'études. On a essayé dans ce dossier d'être le plus représentatif possible, mais bien évidemment, le champ des possibles, que ce soit en termes de méthode ou d'application, n'est pas abordé. Il faudrait bien plus qu'un dossier pour balayer le champ des possibles. Mais pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble des contributeurs qui ont accepté de partager leurs travaux pour vous offrir une vue sur le large spectre des applications de la géophysique. Je remercierai enfin le comité de rédaction de la revue Géochronique, hein, pour nous avoir offert l'opportunité de présenter cette discipline de l'ombre au grand jour. Merci beaucoup, Angélie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le fil de discussion. Je pense que c'est le plus simple. Laisser un petit peu de temps pour venir. Sébastien, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je ne sais pas, sur le côté YouTube. Sur YouTube, juste un commentaire de Slimane. Ça, c'est oui, qui dit merci pour votre présentation très claire. Première question, je te laisse reprendre la main, Jérémy. Donc, il y a effectivement une question. Donc, je vois que les initiales, donc je ne peux pas. Mais en tout cas, donc, la question, c'est quel avenir pour la géophysique en complément de la géotechnique à la parcelle? Bon, je dirais qu'un bel avenir, hein. Donc, vous savez qu'à l'échelle de la parcelle, on va être sur des zones qui sont relativement petites. Finalement, le rapport d'échelle en géophysique va globalement être porté par le vecteur qui va être utilisé et ensuite la limite de détection des méthodes employées. Mais la complémentarité géophysique, géotechnique, elle est indéniable. Il y a un très bel exemple dans le dossier géochronique sur la complémentarité entre les levées géophysiques à grand rendement, notamment sur les digues de Loire dans le centre Val-de-Loire, et l'apport des données géotechniques. Ce sont des méthodes qui sont tout à fait complémentaires, qui fonctionnent très très bien ensemble. Ça permet d'aller très loin dans l'analyse, ça permet là où l'approche géotechnique va être relativement ponctuelle, la géophysique va venir, elle, interpoler finalement cette information géotechnique à l'échelle soit du linéaire, soit de la parcelle si on travaille directement en 3D. Donc, pour moi, c'est un avenir qui est plus que lumineux sur ces aspects-là. Dans un contexte où, en plus, les besoins vont être croissants, hein, sur ces sujets-là, qui touchent directement l'aménagement du territoire, en lien avec tout ce qui se passe dans le sous-sol, les risques, etc. Donc, je suis très optimiste sur l'avenir
pour cette application particulière de la géophysique liée à la géotechnique. Merci Angélie. Donc là, il y a une autre question. Est-ce que ça serait économiquement rentable pour une étude de sol pour une maison individuelle? À l'heure actuelle, ça l'est difficilement parce que le coût de la géophysique est quand même, disons, lourd à porter peut-être pour ce type de construction. Néanmoins, on est dans des développements perpétuels, hein, des développements de capteurs, des développements de vecteurs. Donc, je pense que progressivement, on pourrait être amené à démocratiser l'imagerie géophysique, disons, à des coûts abordables pour des surfaces qui sont petites. Ok, merci. Tu as mentionné justement la R&D en lien avec la géophysique. Quels sont un peu à l'heure actuelle les grands champs sur lesquels ça travaille en termes de recherche? Tu as mentionné les capteurs. Alors, ouais, il y a plusieurs domaines sur lesquels les développements sont en cours. Donc, les capteurs, j'en ai parlé, notamment avec l'avènement des vecteurs type drone. Un gros travail est également fait sur l'analyse de la donnée géophysique. Ça fait également l'objet d'un article dans la revue sur comment traduire finalement le signal géophysique en termes de propriétés pétrophysiques du sol, des choses qui sont nécessaires pour le géologue, le géotechnicien ou l'hydrogéologue, qui eux veulent des informations sur la nature de la roche, sur sa porosité, sur sa teneur en eau. Et donc, on travaille de plus en plus, il y a vraiment des développements qui sont en cours, qui ont été amorcés notamment par l'industrie pétrolière, sur l'utilisation notamment de la donnée de forage comme traducteur de la donnée géophysique en données pétrophysiques, physiques, chimiques ou hydro, qui sont vraiment les paramètres sur lesquels les géologues et les thématiciens reposent leur interprétation. Donc là, il y a un grand champ de développement qui est vraiment en cours à l'échelle nationale et même internationale. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de travaux sur la façon dont on modélise finalement la donnée géophysique. Faut savoir qu'il y a très peu de méthodes qui donnent une image directe de ce qui se passe dans le sous-sol. Souvent, entre la mesure et le rendu, il y a des processus de traitement, de modélisation qui sont parfois lourds et parfois complexes. Donc, il y a un gros travail qui est mené sur cette thématique-là pour améliorer les procédures de modélisation, mieux quantifier les incertitudes sur les résultats également qu'on peut fournir avec l'imagerie géophysique. Donc, je dirais que vraiment le travail de développement, il se fait sur toute la chaîne de la géophysique, hein, de l'acquisition avec le travail sur les capteurs jusqu'au rendu et l'utilisation des résultats. Et c'est ce qui fait, je pense, la force aussi de cette communauté scientifique qui avance de concert sur tous les aspects. Merci pour ta réponse. Alors, il y a une nouvelle question dans le chat. Quelle est la contribution de la géophysique dans le suivi et la gestion des nappes phréatiques régionales? Alors, le principal outil de suivi et de gestion des nappes phréatiques, c'est plutôt l'utilisation des données piézométriques. En revanche, donc la géophysique est assez peu utilisée sur l'aspect suivi. En revanche, la géophysique est très largement utilisée sur l'aspect caractérisation des aquifères, hein, donc leur géométrie, déterminer quelles sont leurs limites. On peut faire du suivi avec une finesse qui va être un peu différente du suivi par piézométrie, mais on peut faire du suivi d'aquifères, hein, pour notamment voir les battements de la nappe, ce genre de choses. Et puis, on travaille aussi sur les aspects pollution des sols, pollution des nappes phréatiques aussi également, entre autres, hein. Donc là, la géophysique est également un outil qui a longtemps été utilisé, qui l'est toujours et qui fait l'objet de nombreux développements pour suivre les pollutions des nappes et aussi la dépollution des nappes phréatiques. Donc, on ne va pas avoir la même finesse qu'un suivi piézométrique, mais ponctuellement et localement, la géophysique vient contribuer significativement à améliorer, à affiner
la géométrie et des grands aquifères du territoire. Merci Angélie. Alors habituellement, on est à peu près sur ce timing de 30 minutes pour ces petits webinaires, donc je propose qu'on en arrête là. Merci beaucoup donc Angélie pour ta contribution donc, dans la coordination de ce dossier et d'être venue donc présenter ici cette thématique. Voilà, je le rappelle, donc c'est un numéro de Géochronique qui est paru en décembre 2021. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous le procurer sur le site internet de la Société géologique de France, soit en version PDF, soit en version papier. Vous pouvez aussi passer directement à la Société géologique de France à Paris pour vous le procurer. Merci à vous et bon après-midi du coup. Je ne sais pas si Sébastien, tu peux rajouter quelque chose. On retrouve tous les webinaires qui sont enregistrés et diffusés, retransmis en replay. Voilà. Donc celui-ci sera d'ici une demi-heure, le temps que je le rebascule. Bien, super. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à vous, bon après-midi. Au revoir.